Je m'appelle Mira Goodwin et j'ai 32 ans. Il y a 3 ans, mon père a regardé ma sœur enceinte droit dans les yeux et a prononcé 6 mots qui ont brisé notre famille. Tu n'es plus ma fille. Ma mère a ouvert la porte d'entrée et a montré l'allée du doigt. Et je suis resté là, à regarder ma sœur de 23 ans sortir sous la pluie, avec pour seul bagage un sac à dos et une photo d'échographie. Je l'ai accueillie chez moi le soir même. Pendant 3 ans, j'ai enchaîné les doubles journées de travail, changé des couches à 2 heures du matin, et j'ai vu ma sœur se reconstruire à partir de rien. Mes parents n'ont jamais appelé, pas une seule fois. Mais ce qui s'est passé à la fête du 3e anniversaire de mon neveu, ce que mes parents ont découvert sur la véritable identité de son père, est quelque chose que personne dans notre famille n'oubliera jamais. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Stories, où des personnes font face à des choix impossibles, et trouvent la force de tenir bon. Si vous êtes nouveau ici, cette chaîne est dédiée aux histoires de familles qui testent vos limites et restaurent votre foi. Laissez un commentaire avec vos pensées pendant que vous écoutez, et assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer une histoire. Josie m'a appelé à 23h14, un mercredi soir. La pluie martelait les gouttières à l'extérieur de mon appartement. Sa voix me parvenait par bribes, brisée par les grésillements et quelque chose de pire encore, des pleurs. Le genre de pleurs qui semble durer depuis des heures. J'ai ouvert la porte d'entrée avant même qu'elle ait fini sa phrase. Elle était sur le perron, trempée jusqu'aux os, tenant un sac à dos dans une main et une photo d'échographie dans l'autre. Son mascara avait coulé en 2 traînées sombres sur ses joues. Elle ressemblait à une personne à qui l'on venait d'annoncer qu'elle n'existait plus. Je n'ai pas demandé ce qui s'était passé. Je l'ai fait entrer. J'ai pris une serviette dans la salle de bain. J'ai mis la bouilloire en marche. Certaines choses n'ont pas besoin de questions. Elles ont besoin de chaleur et d'une porte verrouillée. Elle s'est assise sur mon canapé et a aplati la photo de l'échographie contre son genou. Ses mains tremblaient. Papa a dit que je ne suis plus sa fille. Maman a ouvert la porte et m'a dit de sortir. J'ai regardé ma sœur, 23 ans, enceinte de 17 semaines, assise sur mon canapé d'occasion en jean mouillé, tenant une image granuleuse en noir et blanc d'un bébé de la taille d'une poire. J'avais vu mes parents être stricts. Je les avais vus être froids après de mauvais bulletins scolaires, des couvre-feux manqués, et la fois où Josie s'était teint les cheveux en bleu en seconde, mais je ne les avais jamais vus jeter leur propre enfant. « Tu restes ici ?» ai-je dit. Ce n'était pas non plus une question. Elle a hoché la tête. Elle ne m'a pas remercié. Elle n'en avait pas besoin. Nous étions sœurs, et entre sœurs, on ne compte pas les points quand la maison est en feu. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la raison du silence de ma sœur au sujet du père s'avérerait être la chose même qui mettrait nos parents à genoux. Et elle ne m'avait même pas encore dit la partie la plus difficile. La famille Goodwin avait une réputation dans notre ville, et ma mère la gardait comme d'autres gardent des bijoux. Nous étions membres de l'église Grace Fellowship. Nous nous asseyions au 3e rang, du côté gauche, chaque dimanche depuis 26 ans. Mon père, Frank, servait comme diacre. Ma mère, Déborah, présidait le ministère des femmes. Nous apportions des gratins aux funérailles et nous nous présentions à chaque repas partage avec des tupperwares assortis. Le pasteur de Grace Fellowship était un homme nommé Greg Harmon, 63 ans, cheveux argentés, poignée de main ferme. Il avait dirigé la congrégation pendant un quart de siècle, et la plupart des gens en ville faisaient plus confiance à sa voix qu'à leur propre instinct. Son fils, Ethan, était tout ce qu'une famille d'église pouvait désirer. Eagle Scout, bourse d'études en ingénierie, étudiant à l'étranger en Allemagne dans une grande université, le garçon en or qui faisait tout bien et ne faisait jamais la une des journaux. Ma famille avait 2 filles. J'étais la responsable. Diplômée en kinésithérapie, avec des prêts étudiants remboursés jusqu'au dernier $4000. Silencieuse, fiable, invisible. Josie était l'autre genre, créative, chaleureuse, impulsive. Elle a eu du mal pendant sa première année d'université, a changé de spécialisation 2 fois, et riait plus fort que n'importe qui dans la pièce. Notre mère l'appelait « le projet ». Il y avait une règle tacite dans la maison Goodwin, et elle était au centre de chaque décision que nous prenions, l'apparence avant la vérité, l'image avant le sentiment. Ma mère avait une phrase qu'elle utilisait lorsque l'une de nous devenait trop bruyante, trop honnête ou trop réelle. Les gens regardent, Mira. Les gens regardent toujours. Josie sortait avec quelqu'un en secret depuis plus d'1 an. Elle ne me l'a jamais dit. Elle ne l'a dit à personne.
Et la raison pour laquelle elle gardait ce secret avait tout à voir avec de qui il était le fils. C'est arrivé lors du dîner du dimanche, 2 semaines avant la nuit où Josie s'est présentée à ma porte. Nous étions tous là. Franck en bout de table, Déborah en face de lui, moi d'un côté, Josie de l'autre. Tante Carole et oncle Pet complétaient les coins, buvant du thé glacé et faisant semblant que tout allait bien. Josie a posé sa fourchette entre la purée de pommes de terre et le rôti. Elle a pris une profonde inspiration. Je dois vous dire quelque chose. La table est devenue silencieuse. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Je suis enceinte. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a heurté le mur derrière lui. Son visage a pris la couleur d'un steak cru. Tu n'es plus ma fille. Juste comme ça. Sans pause, sans question, sans qui, où, quand, où, est-ce que tu vas bien. Juste 5 mots et une chaise qui claque contre le mur. La réaction de ma mère a été plus lente, ce qui l'a rendu pire. Elle a plié sa serviette. Elle l'a posée à côté de son assiette. Elle s'est levée, a marché jusqu'à la porte d'entrée, l'a ouverte et a montré l'allée du doigt. Sors de ma maison. Josie m'a regardé. J'ai regardé notre mère. Maman. C'est ta fille. Plus maintenant. Tante Carole a chuchoté quelque chose à oncle Pet. Je pouvais voir ses yeux déjà en train de cataloguer les détails pour une distribution ultérieure. Ma mère a tendu la main à travers la table, a retiré les boucles d'oreilles en perles des oreilles de Josie, un héritage familial transmis depuis 3 générations, et a dit, celles-ci sont pour les femmes Goodwin qui savent se comporter. J'ai attrapé mon manteau. J'ai attrapé ma sœur. Nous sommes sortis, passant devant le plat de gratin posé sur le comptoir, intact et parfaitement présenté, pendant que la famille s'effondrait autour. Je ne le savais pas à l'époque, mais en sortant de cette maison avec ma sœur, c'était la dernière fois que je parlerais à mes parents pendant 2 ans. Ma mère a appelé à 7h15 le lendemain matin. Sa voix était contrôlée, comme si elle avait répété son discours. Ramène-la pour qu'elle s'excuse, et nous pourrons en parler comme des adultes. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer du porridge pour Josie, qui dormait encore sur le canapé, ses chaussures aux pieds. Elle n'a rien à s'excuser. Silence au bout du fil. Puis, si tu prends son parti, ne t'attends pas à ce qu'on t'aide non plus. Pas d'argent, pas de Thanksgiving, rien. Alors je suppose qu'on se débrouillera. J'ai raccroché. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai consulté mon compte en banque sur mon téléphone. 14 211 $. C'était ce qui nous séparait du désastre. J'ai fait les calculs. Loyer, courses, vitamines prénatales, tickets modérateurs, couches. Finalement, 14 000 $ durerait 8 mois si nous étions prudentes, peut-être 9. J'ai appelé ma supérieure à l'hôpital, j'ai demandé des gardes supplémentaires, les mardis et samedis, en plus de mon horaire habituel. Elle a dit oui sans demander pourquoi. Les bons superviseurs font ça. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un SMS, juste à moi. Fais entendre raison à ta sœur. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, fais entendre raison à ta femme. Il n'a jamais répondu. Ni ce soir-là. Ni jamais. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai fixé le plafond. Mes économies étaient minces. Mon emploi du temps allait doubler. Ma vie sociale, qui était déjà limitée, était sur le point de disparaître complètement. Et la sœur qui dormait sur mon canapé ne m'avait pas encore dit qui était le père de son bébé. Je ne choisissais pas entre ma sœur et mes parents. Mes parents avaient déjà fait ce choix pour nous tous. J'étais juste celle qui refusait de prétendre que ce n'était pas arrivé. Les 3 premiers mois furent d'un silence des plus pesants. Josie gérait ses nausées matinales en gardant un paquet de crackers à côté du canapé. Je combattais l'épuisement en buvant un café qui devenait de plus en plus fort chaque semaine. Nous ne parlions pas de nos parents. Nous ne parlions pas du père. Nous parlions de listes de courses, de rendez-vous chez le médecin, et de la question de savoir si nous pouvions nous permettre les vitamines prénatales de marque ou si nous devions nous contenter des génériques. La ville parlait pour nous. Je suis tombé sur Margaret Patterson à l'épicerie un jeudi après-midi. C'était une membre de longue date de Grace Fellowship, et elle connaissait notre famille depuis que j'étais en couche. Elle a vu le ventre de Josie à 10 mètres de distance. Elle a fait demi-tour avec son caddie et est partie dans l'autre sens, sans un mot. 2 semaines plus tard,
tante Carole s'est présentée à mon appartement avec un plat à gratin en céramique blanche dans les mains, le bord ébréché, le plat signature de ma mère. De la part de ta mère. Elle vous aime toujours, les filles. À l'intérieur, il y avait un gratin de thon, assaisonné avec exactement la bonne quantité d'aneth, et exactement la mauvaise quantité d'inquiétude. Carole est restée 45 minutes. Elle a complimenté mes rideaux. Elle a demandé comment Josie tenait le coup. Elle voulait savoir s'il y avait un homme dans le tableau. Je lui ai dit que Josie allait bien. Je lui ai dit que nous n'avions besoin de rien. Je l'ai raccompagnée à la porte. Elle a fait son rapport à ma mère ce soir-là. Josie était visiblement enceinte. Pas de bague, pas d'homme aux alentours. La réponse de ma mère, relayée par le bouche-à-oreille familial, elle a fait son lit, qu'elle s'y couche. J'ai mis le gratin au réfrigérateur. Je ne l'ai pas mangé. Je ne l'ai pas jeté. Il est resté sur l'étagère du milieu pendant 9 jours avant que je ne le vide à la poubelle. Ce que tante Carole n'a pas mentionné dans son rapport, parce qu'elle n'a pas pensé à demander, c'était le nom du père. Et si elle l'avait fait, tout se serait déroulé très différemment. J'ai entendu parler du sermon par le docteur Patrice Coleman, ma collègue à l'hôpital. Patrice avait 50 ans, kinésithérapeute comme moi, et la seule personne en ville qui ne parlait jamais des affaires des autres, sauf si c'était important. Elle m'a trouvé dans la salle de pause un lundi matin et a fermé la porte derrière elle. Tu dois savoir ce qui s'est passé à Grace Fellowship hier. Le pasteur Greg Harmon s'était tenu à la chaire et avait prononcé ce que la congrégation appellerait plus tard un « moment d'enseignement ». Il a utilisé une situation hypothétique, une jeune femme, une famille, une grossesse qui apportait la honte. Il n'a jamais prononcé le nom de Josie. Il n'en avait pas besoin. Chaque personne dans ce sanctuaire savait exactement de qui il parlait. Quand une jeune femme s'écarte du chemin que sa famille a tracé pour elle, avait-il dit, les conséquences se répercutent sur des générations. Ma mère était assise au premier rang et hochait la tête. Patrice m'a dit qu'elle était sortie. Elle était la seule. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et je suis sorti directement par la porte latérale. Personne ne m'a suivi. J'ai écouté chaque mot. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé l'église. Je n'ai pas écrit de lettre. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital pendant 10 minutes, agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Puis je suis retourné au travail. Ce soir-là, j'ai pris le téléphone de Josie pour le brancher pendant qu'elle faisait la sieste. L'écran s'est allumé avec une notification. Un contact enregistré simplement comme « E ». L'aperçu du message, avant que l'écran ne se verrouille, je pense à lui chaque J. J'ai posé le téléphone. Je ne l'ai pas déverrouillé. Mais j'ai classé cette lettre dans la partie de mon cerveau qui catalogue les choses que je ne suis pas encore censé savoir. Patrice avait dit quelque chose qui m'était resté. Greg Harmon se tient sur cette chaire depuis 25 ans. Je me demande combien de personnes il a jugé alors que sa propre maison n'était pas en ordre. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas à ce moment-là. Mais j'allais comprendre. Josie était enceinte de 32 semaines lorsque sa tension artérielle a grimpé en flèche. Je suis rentré d'une garde du samedi et je l'ai trouvée assise par terre dans la salle de bain, s'agrippant au bord du lavabo à 2 mains. Son visage était rouge. Sa respiration était superficielle. J'ai vérifié son pouls. Puis je l'ai vérifié à nouveau. 158 sur 98. Je suis kinésithérapeute, pas obstétricienne, mais je sais ce que ces chiffres signifient. Quand une femme est enceinte de 8 mois, il signifie « monte dans la voiture », tout de suite. J'ai conduit 12 minutes jusqu'aux urgences. Josie s'est agrippée au tableau de bord tout le long du trajet. Aucune de nous n'a parlé. Le seul son était la pluie sur le pare-brise et le clignotant à chaque intersection. Le médecin de garde l'a stabilisée en 2 heures. Hypertension gestationnelle, pas de prééclampsie, pas encore, mais assez proche pour effrayer tout le monde dans la pièce. Les ordres étaient clairs. Repos au lit, surveillance hebdomadaire, plus de travail à temps partiel au restaurant où elle travaillait 3 jours par semaine. Cela signifiait que j'étais désormais le seul revenu. Pas de secours, pas de filet de sécurité, pas de plat de gratin arrivant avec un chèque à l'intérieur. Je me suis assise dans le couloir, devant la chambre de Josie, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé un message à ma mère. Josie est à l'hôpital. Complications de tension artérielle.
J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été lu à 21h41. J'ai regardé la petite coche bleue apparaître sous le texte. Lu. Aucune réponse. Pas une question, pas un emoji de prière, pas un seul mot. J'ai fixé cette coche pendant 5 minutes. Ma mère avait lu que sa fille enceinte était à l'hôpital et avait choisi de ne rien dire. Le bébé est arrivé 6 semaines plus tard, et quand il est né, il n'y avait qu'une seule personne dans cette salle d'accouchement pour tenir la main de ma sœur. Moi. Si vous avez déjà été la personne que votre famille appelait quand les choses tournaient mal, puis que vous avez vu ces mêmes personnes prétendre que vous n'existiez pas, cette histoire pourrait vous toucher personnellement. Restez avec moi, car ce qui suit a tout changé pour ma sœur, pour moi, et pour la famille qui nous a rejetés. Laissez un « j'aime » si vous êtes toujours là. Micah James Goodwin est né un mardi matin à 6h47. 3 kg, des poumons sains, une tête pleine de cheveux bruns bouclés qui ne venaient pas de notre côté de la famille. Josie l'a serré contre sa poitrine et a pleuré, le genre de larmes qui appartiennent à quelqu'un qui a eu peur pendant très longtemps et qui a enfin trouvé une raison d'arrêter. Je me tenais à côté du lit et je regardais ma sœur devenir mère, dans une chambre sans fleurs, sans photo de famille posée sur le rebord de la fenêtre, sans père faisant les 100 pas dans le couloir. L'infirmière m'a demandé de remplir des papiers. Elle est arrivée à la section des contacts d'urgence et a fait une pause. Qui devrions-nous inscrire à part vous? Juste moi. Elle a levé les yeux. Elle n'a pas posé de questions supplémentaires. Elle a juste écrit mon nom sur les 2 lignes. Le docteur Patrice est passé après sa garde avec un ours en peluche qu'elle avait acheté à la boutique de cadeaux en bas. Elle a tenu Micah pendant 3 minutes et a dit, il a de bonnes mains, une poigne solide. Je suis descendu à la boutique de l'hôpital et j'ai acheté la couverture la plus douce qu'ils avaient. Jaune, $12. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première chose que j'achetais pour mon neveu, et c'était important. Ce soir-là, Josie était assise, calée dans son lit d'hôpital, avec Micah endormi sur sa poitrine. Elle m'a regardé et a dit, « Je suis tellement désolé qu'il n'ait pas plus de gens. » J'ai rapproché la chaise du lit. Il nous a. C'est suffisant. Elle m'a demandé de ne rien poster sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, je ne veux pas qu'il sache. La façon dont elle a dit, il, m'a fait comprendre qu'elle ne parlait pas seulement de nos parents. Il y avait quelqu'un d'autre de qui elle protégeait Micah. Quelqu'un de précis. La première année s'est écoulée dans un flou de les materniser, d'épuisement et de petits miracles ordinaires. Micah a souri pour la première fois à 8 semaines. Un sourire édenté et de travers qui a fait tellement rire Josie qu'elle en a renversé son café. Sa première dent est sortie à 5 mois. Son premier mot a été « Mama », ce qui était sa version de Mira. Et je n'ai pas honte de dire que j'ai pleuré dans la cuisine quand il l'a dit. Josie a réussi son examen d'aide-soignante au printemps. Elle a commencé à travailler 3 jours par semaine à Meadowbrook, la maison de retraite du côté de la ville. Nous nous partagions la garde des enfants comme une équation mathématique. Je prenais les matins, elle prenait les soirs. Le week-end, nous alternions en fonction de celle qui avait le plus dormi la nuit précédente, ce qui n'était généralement aucune de nous deux. Ma supérieure à l'hôpital m'a offert une promotion en septembre. Kinésithérapeute en chef dans un plus grand établissement à 90 minutes au nord. Meilleur salaire, meilleur titre, tout était mieux, sauf la partie où je devrais laisser Josie et Micah derrière moi. J'ai dit non. Je lui ai dit que je n'étais pas disponible pour le moment. Elle n'a pas insisté. Un collègue nommé Derek m'a invité à dîner la semaine suivante. Je lui ai dit la même chose. Il n'a pas redemandé. En décembre, mes économies étaient passées de 14 000 à 3 200 $, mais nous nous en sortions. Le budget était serré, mais ça fonctionnait. Josie couvrait les courses. Je couvrais le loyer et la garderie. Nous partagions les charges en 2. Thanksgiving, c'était juste nous 3. Josie a fait rôtir une petite dinde. Micah était assis dans sa chaise haute, étalant de la purée de patates douces sur son visage. C'était le Thanksgiving le plus calme que j'ai jamais eu, et pourtant, le plus complet. Josie ne m'avait toujours pas dit qui était le père de Micah. Je n'ai pas insisté. Mais au printemps, j'ai trouvé quelque chose qui m'a tout dit. Quelque chose a changé autour du premier anniversaire de Micah. Et c'est arrivé si discrètement que j'ai failli le manquer. Les gens en ville ont commencé à parler différemment. À l'hôpital, Madame Garza, une de mes patientes régulières,
m'a posé des questions sur le bébé pendant que je travaillais sur son épaule. J'ai entendu dire que votre sœur est amie d'Obrook. Ma tante dit qu'elle est merveilleuse avec les résidents. Elle a fait une pause. Et j'ai entendu ce qui s'est passé avec vos parents. Je veux juste que vous sachiez que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Le docteur Patrice l'a remarqué aussi. Elle m'a prise à part après une réunion du personnel et m'a dit, le récit est en train de changer. Les gens vous voient faire des doubles gardes et élever cet enfant. Ils voient vos parents assis à l'église, agissant comme si de rien n'était. Le calcul ne colle plus pour les gens. Au café de la rue principale, le barista m'a tendu mon latte et a dit, votre sœur est l'une des meilleures aides-soignantes de Meadowbrook. Ma grand-mère l'adore. Dites à Josie que je la remercie. Ce jour-là, en rentrant chez moi, je pensais à quelque chose que Patrice m'avait dit. L'image ne tient que si personne ne vérifie les comptes. Mon père commençait à le sentir. À la quincaillerie, un vieil ami du Rotary Club lui a tapé sur l'épaule et a demandé « Comment va ton petit-fils, Franck ?» Mon père s'est figé, a changé de sujet, a parlé de la météo pendant 6 minutes d'affilée. Ma mère l'a senti au repas partage de l'église. Une nouvelle famille avait rejoint Grace Fellowship, et la femme, amicale et ignorant l'histoire, a demandé joyeusement « Oh, je ne savais pas que vous aviez 2 filles. » Où est l'autre ? Le sourire de ma mère s'est fissuré au milieu, comme une assiette tombée sur le carrelage. Je suis tombé sur le pasteur Greg à l'épicerie. Il a hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. Pas de mots, mais j'ai remarqué que ses mains tremblaient en agrippant son chariot. Mika avait 14 mois quand j'ai commencé à remarquer des choses que je ne pouvais pas expliquer. Ses cheveux s'étaient épaissis en boucles brunes serrées qui rebondissaient quand il marchait. Sa mâchoire commençait à se définir, carrée et déterminée, d'une manière qui ne ressemblait à aucun Goodwin que j'ai jamais connu. Nous sommes des gens aux cheveux clairs, blond sable, aux traits fins. Josie et moi tenions toutes les deux de notre mère à cet égard. Mais le visage de Mika appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un avec des boucles sombres et une mâchoire large et confiante. Je gardais cette pensée pour moi. Ce n'était pas à moi de fouiner. Josie me le dirait quand elle serait prête. Mais ensuite, il y a eu le téléphone. Un soir, alors que Josie donnait le bain à Mika, son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. L'écran s'est allumé. Un contact enregistré comme « E ». L'aperçu du message montrait 6 mots avant que l'écran ne se verrouille, je pense à lui tous les jours. J'ai retourné le téléphone. Je ne l'ai pas déverrouillé. Je n'ai pas lu le reste. Le lendemain matin, Josie était plus silencieuse que d'habitude. Elle a versé son café sans parler et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine pendant que Mika jouait avec des blocs en plastique sur le sol. « Je peux te demander quelque chose, dit-elle. »« Toujours. Penses-tu qu'une personne peut aimer quelqu'un et quand même le tenir à distance parce que le lui dire ruinerait sa vie ?» J'ai posé ma tasse. J'ai regardé le visage de ma sœur. Elle ne posait pas une question hypothétique. Elle demandait une permission. Je pense que ça dépend de la vie que tu essaies vraiment de protéger, ai-je dit. La sienne ou la tienne ? Elle est restée silencieuse. Elle a pris Mika et l'a emmené dans sa chambre. Elle n'en a plus reparlé. 2 mois plus tard, j'ai trouvé la réponse à cette question dans le tiroir de la table de chevet de ma sœur. C'était un mercredi après-midi d'avril. Josie était au travail. Mika était à la garderie. Je rangeais le linge dans sa chambre quand le tiroir de la table de chevet s'est coincé. J'ai tiré plus fort. Il s'est ouvert brusquement et quelque chose a glissé dessous une pile de vieux reçus. Une lettre manuscrite, encre bleue sur papier blanc. 3 pages pliées ensemble tant de fois que les plis étaient devenus presque transparents. Les bords étaient doux à force d'avoir été manipulés, comme si quelqu'un l'avait ouverte et refermée des dizaines de fois. Mes mains se sont mises à trembler avant même que je lise le premier mot. Je savais que je ne devrais pas la lire. Je savais qu'elle ne m'était pas destinée. Je l'ai lu quand même. Cher Ethan. 2 mots, et tout le sol s'est dérobé sous mes pieds. Cher Ethan, je sais que tu es en Allemagne et je sais que ton père t'a dit de ne pas me contacter. Je sais que tu penses que j'ai tourné la page. Je n'ai pas tourné la page. Je suis enceinte de 17 semaines et le bébé est de toi. Je me suis assise sur le bord du lit de Josie. La pièce était très calme. Je pouvais entendre la machine à laver tourner dans la pièce à côté,
un bourdonnement mécanique et grave qui n'avait rien à voir avec le tremblement de terre qui se produisait en moi. Ethan. Ethan Harmon. Le fils du pasteur Greg Harmon. La lettre continuait, « Je n'enverrai pas cette lettre, parce que si je le fais, tu rentreras à la maison. Et si tu rentres, ton père le saura. Et si ton père le sait, il te détruira comme mes parents m'ont détruite. » 3 pages, encre bleue, pliée et repliée jusqu'à ce que le papier ressemble à du tissu. Ma sœur avait écrit le nom du père de son bébé 60 fois, et n'avait jamais mis de timbre sur l'enveloppe. J'ai remis la lettre exactement où je l'avais trouvée. J'ai fermé le tiroir. Je suis resté assise sur le bord du lit de ma sœur pendant un long moment. Et puis, j'ai su exactement ce que je devais faire. Ce soir-là, Mika dormait. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du doux tic-tac de l'horloge murale du salon. Je me suis assise en face de Josie à la table de la cuisine avec 2 tasses de thé entre nous. J'ai trouvé la lettre, ai-je dit. Celle pour Ethan Harmon. La couleur a quitté son visage, comme l'eau qui s'écoule d'un évier. Blanc, puis rouge. Puis le genre d'expression qui vient quand un secret que vous portez depuis 18 mois est soudainement mis à nu. Mira, je peux t'expliquer. Tu n'as pas à expliquer. Tu dois me dire la vérité. Et elle l'a fait. Tout. Josie et Ethan étaient ensemble depuis sa 2e année d'université. En secret, délibérément, cachés des 2 familles parce qu'ils savaient ce qui se passerait si quelqu'un l'apprenait. Le pasteur Greg avait mis en garde Ethan contre elle. La fille Goodwin est une source de problèmes. Elle n'est pas assez sérieuse pour toi. Quand Ethan a reçu la bourse d'ingénierie pour étudier à Munich, le pasteur Greg a fouillé son téléphone, a supprimé le numéro de Josie, a changé ses coordonnées, et a dit à Ethan que Josie avait tourné la page et voyait quelqu'un d'autre. Un mensonge propre et efficace. Josie a découvert la grossesse 2 mois après le départ d'Ethan. Elle a écrit la lettre. Elle ne l'a jamais envoyée. S'il la prenait, son père l'obligerait à choisir, et Ethan me choisirait, et alors il perdrait sa bourse, sa carrière, tout. J'ai regardé ma sœur. 18 mois de silence, 18 mois à protéger un homme qui ne savait même pas qu'il avait un fils. Josie. Ethan a un fils. Il mérite de le savoir. Je sais. Sa voix s'est brisée. Je le sais depuis 16 mois. Je ne savais tout simplement pas comment défaire ce que j'avais déjà fait. La lettre reposait sur la table entre nous, l'encre bleue captant la lumière de la cuisine. J'ai dit à ma sœur que je le retrouverais, et je le pensais. J'ai commencé mes recherches le lendemain matin. LinkedIn était la première étape évidente. Ethan Harmon, ingénieur en structure, dernière activité il y a 2 mois. Emploi indiqué dans une entreprise de génie civil à Munich, en Allemagne. Photo de profil, un homme aux cheveux bruns bouclés et à la mâchoire de Mika. J'ai fixé cette photo pendant un long moment. C'était comme regarder mon neveu dans 25 ans. J'ai écrit un message. Je l'ai gardé court et factuel. Pas de drame, pas de culpabilité. Ethan, c'est Mira Goodwin, la sœur de Josie. Il y a quelque chose que tu dois savoir. S'il te plaît, appelle-moi. 3 jours se sont écoulés. Rien. J'ai vérifié le statut du message, lu, mais sans réponse. Je comprenais son hésitation. Un message de la sœur d'une ex-petite amie après 2 ans de silence n'est pas quelque chose qu'on ouvre avec enthousiasme. J'ai réessayé. Cette fois, j'ai ajouté une ligne, c'est à propos d'un enfant. Réponse en moins de 2 heures. Quel enfant? Je l'ai appelé ce soir-là. Je lui ai tout dit. Josie, la grossesse, la naissance, Mika, ses cheveux bouclés, ses mains fortes, les 14 mois de vie qu'il avait déjà manqué. Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre des bruits de circulation. Des bruits de circulation allemands, à un monde de distance. Puis, je rentre à la maison. Ton père ne sait pas, je me fiche de ce que mon père sait. Ethan, si tu reviens, cette ville le saura. Tout le monde le saura. Bien. Avant de raccrocher, il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. 6 mois après son départ pour l'Allemagne, il avait essayé de contacter Josie. Il avait appelé son père pour avoir son numéro. Le pasteur Greg lui avait dit que Josie avait tourné la page et voyait quelqu'un de nouveau. Mon père m'a menti, a dit Ethan. Mon père m'a enlevé mon fils avant même qu'il ne soit né.
6 semaines plus tard, je suis allé chercher Ethan Harmon à l'aéroport régional, à 45 minutes à l'est de la ville. Josie avait voulu venir. Elle avait changé de tenue 3 fois ce matin-là, puis s'était assise sur le bord de la baignoire et avait pleuré. Je ne peux pas le faire. Et s'il me déteste pour lui avoir caché ça? Il a pris l'avion pendant 9 heures pour être ici, ai-je dit. Il ne te déteste pas, dans la voiture, Ethan était silencieux. Il gardait les mains sur ses genoux et regardait par la fenêtre les champs verts et plats, et les clochers familiers qu'il avait laissés derrière lui il y a 2 ans. Il ne ressemblait pas à un homme qui rentrait chez lui. Il ressemblait à un homme qui partait au combat. À quoi ressemble-t-il, a-t-il demandé. Il a tes cheveux, ai-je dit. Et ta mâchoire, et l'entêtement de sa mère. Il a presque souri. Presque. Nous nous sommes garés sur le parking de mon complexe d'appartements. Josie se tenait sur le pas de la porte avec Mika sur sa hanche. Il avait 20 mois. Il portait un t-shirt vert avec un dinosaure sur le devant. Ses cheveux bouclés captaient le soleil de l'après-midi. Ethan est sorti de la voiture. Il est resté là un instant, regardant le seuil de la porte. Puis il s'est avancé, lentement d'abord, puis plus vite. Mika a fixé cet étranger avec les mêmes cheveux et la même mâchoire et a dit « Salut ». Ethan s'est agenouillé. Des larmes sont tombées sur le trottoir. Josie s'est agenouillée aussi. Ils ont tenu le bébé entre eux, et tous les trois ont formé une silhouette que j'avais gardée ouverte pendant 18 mois. Je suis retourné dans la cuisine. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai pleuré, mais je l'ai fait discrètement, parce que c'est ce que je fais. Je tiens la porte ouverte, puis je m'écarte. Josie a déplié la lettre froissée du tiroir de la table de chevet. Encre bleue, 3 pages. Elle l'a tendue à Ethan. Il a lu la dernière ligne à voix haute. Je l'ai appelé Mika. Ça signifie « qui est comme Dieu ». Parce que j'avais besoin de croire que quelqu'un veillait sur nous. Les mois qui ont suivi n'ont pas été un conte de fées. Les contes de fées omettent les parties où la confiance doit être reconstruite à partir de zéro. Ethan a trouvé un emploi dans une entreprise de construction à 40 minutes au sud de la ville. Il a loué un petit appartement près du mien, assez proche pour que Josie puisse y aller à pied quand elle en avait besoin, assez loin pour qu'il ne fasse pas semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Ils allaient en thérapie de couple le jeudi soir. Je gardais Mika ces soirs-là. Il y avait des disputes, silencieuses pour la plupart. Josie était en colère qu'Ethan n'ait pas essayé plus fort de la joindre. Ethan était en colère que Josie ait choisi le silence plutôt qu'un coup de téléphone. Tous les deux étaient en colère contre le pasteur Greg. Mais la colère contre un parent est un feu compliqué. Il brûle et réchauffe en même temps. Au 3e mois, Mika appelait Ethan « Papa ». Ce mot a changé quelque chose dans la posture d'Ethan. Il se tenait plus droit. Il venait plus tôt. Il restait plus tard. Josie s'est inscrite à un programme de soins infirmiers au Community College. Cours du soir, 3 soirs par semaine. Ethan s'occupait du coucher ces soirs-là avec un niveau de détermination qui frisait la précision militaire. Bain à 19h, histoire à 19h30, extinction des feux à 20h. Il ne déviait pas. J'ai finalement accepté le café de mon collègue Derek. Juste un café. 35 minutes au café de la rue Elm. C'était la première chose que je faisais pour moi depuis 2 ans. Mika a dessiné son premier portrait de famille au dos d'un set de table dans un restaurant. 3 bonshommes allumettes, un grand avec des cheveux en désordre, Mira, un avec une queue de cheval, Josie, un très petit avec ce qui semblait être une cape, Mika. Pas de 4e personnage, pas de grands-parents, juste les 3 personnes qui s'étaient manifestées. Tante Carole a croisé Josie et Ethan à l'épicerie la semaine suivante. Josie ne l'a pas présenté. Carole a fixé ses cheveux bouclés jusqu'à la caisse. Le 2e anniversaire de Mika a été petit et exactement comme il fallait. Nous l'avons fêté dans mon appartement avec des serpentins scotchés au plafond et un gâteau que Josie avait fait elle-même. Chocolat avec un glaçage bleu, parce que Mika avait récemment décidé que le bleu était la seule couleur acceptable. La liste des invités était courte. Le docteur Patrice a apporté un stéthoscope en jouet. Garrett, un ami de l'équipe de construction d'Ethan, a apporté un casque de chantier en plastique. 2 familles de la garderie sont venues avec leurs enfants. Et pendant 90 minutes, l'appartement ressemblait à une cour de récréation pendant une ruée vers le sucre.
Après que les bougies aient été soufflées et le gâteau démoli, Ethan s'est agenouillé dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec une boîte à bagues à la main. Ce n'était pas un diamant. C'était un simple anneau en argent avec un petit saphir. Le genre de bague qui dit « je l'ai trouvé avec intention » et non avec une carte de crédit. J'aurais dû être là depuis le début, a-t-il dit. Je suis là maintenant, et je ne pars pas, Josie a dit, oui, avant même qu'il ait fini sa phrase. Le docteur Patrice s'est penché vers moi et a murmuré, c'est toi qui as construit ça. Tu sais, tout ça. J'ai secoué la tête. C'est Josie qui l'a construit. J'ai juste tenu la porte ouverte. Ce soir-là, après le départ des invités et le ramassage du papier cadeau dans des sacs poubelles, j'ai remarqué quelque chose de nouveau sur le réfrigérateur. Mika avait dessiné une version mise à jour de son portrait de famille. Celui-ci avait 4 bonshommes allumettes. Le 4e était grand, avec des cheveux bouclés gribouillés. Il l'avait légendé au crayon orange avec un seul mot, papa. Toujours pas de grands-parents sur le dessin, juste nous 4. Pendant 2 ans, je m'étais préparé au prochain désastre. Et pour la première fois, je me suis demandé si les désastres n'étaient peut-être pas terminés. Ils ne l'étaient pas. 3 mois avant le 3e anniversaire de Mika, ma tante Carole m'a appelé pour la première fois en plus d'1 an. 1 an. Et les mots qu'elle a prononcés m'ont retourné l'estomac. Si vous avez déjà vu quelqu'un reconstruire sa vie à partir de rien, vous savez à quel point cette paix peut être fragile. Et vous savez à quelle vitesse les personnes qui l'ont détruite peuvent réapparaître pour en réclamer le crédit. Si vous vous demandez ce qui se passe quand mes parents reviennent, restez avec moi. Et si cette histoire vous touche de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Chérie, tes parents te manquent. C'est ainsi que tante Carole a commencé la conversation. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ?» Juste 5 mots trempés dans le sirop et servis avec une pointe de culpabilité. Ils ont mon numéro depuis 2 ans, tante Carole. Ta mère pleure tous les soirs, Mira. Ton père ne peut pas dormir. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et j'ai fermé les yeux. Je suis désolé de l'entendre. Mais ils savent où j'habite. Ils connaissent mon numéro. Ils savent ces 2 choses depuis la nuit où ils ont jeté Josie dehors. Carole a changé de sujet. Ta mère a entendu dire que Josie va bien. Qu'elle a un homme bien dans sa vie. Elle veut rencontrer le bébé. Voilà. Pas, elle veut s'excuser. Pas, elle se rend compte qu'elle a eu tort. Pas même, sa fille lui manque. Elle veut rencontrer le bébé, maintenant que le scandale a une fin heureuse. Si maman veut nous parler, elle peut nous appeler elle-même, ai-je dit. Elle a peur que vous raccrochiez. Alors elle sait exactement ce que Josie a ressenti quand elle a envoyé un SMS de l'hôpital et que personne n'a répondu. Carole est restée silencieuse un moment. Puis elle a révélé la vraie raison. Les gens à l'église n'arrêtent pas de poser des questions sur le bébé. Mira, ton père ne sait pas quoi dire quand on lui demande comment va son petit-fils. J'ai failli rire. Presque. Dis à papa qu'il peut dire la même chose qu'il y a 3 ans, qu'elle n'est plus sa fille. Problème résolu. Carole a raccroché peu de temps après. Je suis resté dans la cuisine, fixant le téléphone. Le truc avec le silence, c'est qu'il ne fonctionne comme punition que lorsque l'autre personne s'en soucie. Mes parents avaient passé 2 ans à ne pas s'en soucier. Maintenant que l'histoire avait changé, ils voulaient revenir dans le récit. Je n'étais pas sûr de les vouloir dedans. Ma mère s'est présentée à mon appartement un samedi matin, à l'improviste. Elle se tenait sur le perron, tenant un plat à gratin en céramique blanche à 2 mains. Même style, même bord ébréché. Les mains de ma mère tremblaient. Ses cheveux étaient plus gris que dans mon souvenir, attachés en arrière par une pince qui semblait avoir été mise à la hâte. Elle paraissait plus petite, debout sur mon perron, qu'elle ne l'avait jamais été dans sa propre cuisine. Pendant une seconde, une brève et honnête seconde, j'ai vu ma mère comme une femme effrayée approchant de la soixantaine, qui avait perdu ses 2 filles et ne savait pas comment le dire. Puis elle a ouvert la bouche. Je veux juste que les choses redeviennent normales. Je veux retrouver mes filles. Normal, ai-je dit. Comme quand tu as jeté ta fille sous la pluie parce qu'elle était enceinte? J'étais en colère. Ton père était en colère. Nous avons dit des choses que nous ne pensions pas. Vous pensiez chaque mot, maman. Et ensuite, tu as laissé le pasteur Harmon utiliser Josie comme une illustration de sermon.
Tu étais assise au premier rang et tu hochais la tête. Sa mâchoire s'est crispée. Greg essayait juste d'aider. Il se soucie de cette famille. Le pasteur Harmon ne se soucie pas de cette famille, ai-je dit en gardant ma voix égale, chaque mot mesuré. Et quand tu découvriras pourquoi, tu regretteras de ne pas être venu ici plus tôt. Elle a cligné des yeux. Elle ne comprenait pas ce que je voulais dire, mais les mots ont atterri quelque part, car son expression est passée de défensive à incertaine. Elle a posé le plat à gratin sur le comptoir et est partie sans un mot de plus. Je suis resté dans la cuisine, fixant ce plat. Même céramique blanche, même bord ébréché, la même performance d'amour qui n'avait jamais vraiment dépassé la surface. Ethan l'a dit à son père un mardi après-midi. Il s'est rendu à l'église Grace Fellowship, s'est garé sur le parking des visiteurs et est entré dans le bureau où le pasteur Greg Harmon avait conseillé des familles et dirigé des groupes de prière pendant 25 ans. Je n'étais pas là pour la conversation. Ethan me l'a raconté après, assis à ma table de cuisine avec un verre d'eau qu'il n'a jamais touché. Je lui ai tout dit, a dit Ethan. Je lui ai dit que Josie et moi étions ensemble depuis l'université, que Micah est mon fils, qu'il a 2 ans et demi. La réaction du pasteur Greg s'est déroulée en plusieurs étapes. D'abord l'incrédulité. Son visage s'est affaissé. Puis la rage. Il s'est levé de derrière son bureau et a pointé Ethan du doigt. Tu aurais dû me le dire. Tu t'es assuré que je ne pouvais pas, a dit Ethan. Tu as supprimé son numéro. Tu m'as dit qu'elle avait tourné la page et qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Je te protégeais. Tu te protégeais toi-même. Greg s'est rassis lentement. La chaise a grincé. Il est resté silencieux pendant ce qu'Ethan a décrit comme la plus longue minute de sa vie. Puis il s'est penché en avant et a dit, si ça se sait, ça détruira cette église. Ethan s'est levé. Ça ne va pas se savoir, papa. C'est déjà su. Ton petit-fils est en vie depuis plus de 2 ans. Il a ton menton, mes cheveux et le rire de Josie. C'est une personne réelle, pas un scandale. Greg n'a rien dit. Ethan est sorti. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas demandé de bénédiction. Juste, je pensais que tu devais savoir. Ce soir-là, le pasteur Greg Harmon a appelé ma mère. Je le sais parce que Josie l'a appris par Ethan. La conversation a été courte. Déborah, nous devons parler d'Ethan et de votre fille. Josie m'a parlé de l'appel le lendemain matin. Ethan avait entendu la partie de la conversation de son père à travers les minces murs du bureau de l'église. Votre fille a entraîné mon fils dans ce pétrin, avait dit le pasteur Greg. Et ma mère, qui avait passé 3 ans à être d'accord avec chaque mot sorti de la bouche de cet homme, a répliqué pour la première fois. Excusez-moi, votre fils a mis ma fille enceinte. Si Josie n'avait pas été si imprudente. N'osez pas. Vous vous êtes tenu sur cette chair et l'avez humilié alors que votre fils était le père pendant tout ce temps. Je ne savais pas, moi non plus, parce que vous avez coupé tout contact. Je me suis assise à la table et j'ai écouté Josie raconter l'échange. Il y avait une étrange satisfaction à entendre que ma mère s'était retournée contre le pasteur Greg, mais ce n'était pas le genre de satisfaction qui semblait propre. C'était le genre qui vient quand 2 personnes qui ont détruit votre sœur réalisent enfin qu'elles tenaient toutes les 2 l'allumette. Aucune d'elles ne s'est excusée. Aucune n'a appelé Josie. Aucune n'a dit « nous avions tort ». Au lieu de cela, ma mère a appelé mon père. Nous allons à cette fête d'anniversaire. Le 3e anniversaire de Micah était dans 5 semaines. Ma mère n'avait pas parlé à sa plus jeune fille depuis plus de 2 ans. Elle n'avait pas rencontré son unique petit-fils. Elle n'avait pas reconnu que Josie existait autrement que comme une erreur qu'elle voulait effacer. Et maintenant, elle prévoyait de se présenter à la fête d'anniversaire de son petit-fils comme si elle avait toujours été là. Je l'ai appris le lendemain matin, quand tante Carole m'a envoyé un message joyeux. Ta mère est tellement excitée pour la fête. Qu'est-ce qu'elle doit t'apporter? Je n'ai pas répondu pendant 12 heures. Quand je l'ai fait, j'ai appelé ma mère directement. J'ai entendu dire que tu voulais venir à l'anniversaire de Micah, ai-je dit. C'est mon petit-fils, a répondu ma mère. J'en ai le droit. Tu n'as aucun droit ici. Tu y as renoncé quand tu as choisi ta réputation plutôt que ta fille. Silence. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai appris que le silence est un outil que la plupart des gens ne savent pas utiliser,
et ma mère en faisait partie. Si vous venez, ai-je dit, vous venez à nos conditions. Vous ne faites pas de scène. Vous ne pleurez pas pour que tout tourne autour de vous. Vous n'amenez pas le pasteur Harmon. Et vous ne faites pas comme si les 2 dernières années et demie n'avaient pas existé. D'accord. Et maman, Josie ne sait pas que vous venez. Je lui dirai. Et si elle dit non, vous ne venez pas. Pas de dispute, pas de culpabilité, pas de plat de gratin sur le porche. Si elle dit non, vous restez à la maison. Je m'attendais à de la résistance. Je m'attendais à des larmes. Au lieu de cela, elle a simplement dit « Je comprends ». J'ai appelé Josie ce soir-là. Je lui ai dit que nos parents voulaient venir à la fête. Je lui ai dit que c'était sa décision, et celle de personne d'autre. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais entendre Mika en arrière-plan, babillant à propos de camions. Puis elle a dit « Laisse-les venir. Laisse-les voir ce qu'ils ont manqué. » J'en ai parlé à Ethan. Il a hoché la tête lentement. Mon père le saura. Il viendra aussi. Alors qu'il vienne. Es-tu sûr de vouloir les 2 paires de parents à la fête d'anniversaire d'un enfant de 3 ans? J'ai regardé le réfrigérateur où le portrait de famille en bonshommes allumettes de Mika était accroché, à côté d'une liste de courses et d'une facture d'électricité en retard. 4 personnages, aucun d'entre eux n'étant des grands-parents. Laisse-les venir. Laisse-les voir qui s'est manifesté quand ils ne l'ont pas fait. La fête du 3e anniversaire de Mika a eu lieu dans le jardin de la petite maison que j'avais achetée 6 mois plus tôt. 2 chambres, une clôture en grillage, un jardin juste assez grand pour un toboggan en plastique et une table pliante recouverte d'une nappe à dinosaures. J'avais passé la matinée à scotcher des serpentins au poteau de la clôture et à gonfler des ballons jusqu'à en avoir mal aux joues. Josie a fait le gâteau, au chocolat avec un glaçage vert cette année, car Mika était passé du bleu. Le docteur Patrice est arrivé tôt avec un cadeau emballé et une bouteille de cidre pétillant. Gareth de l'équipe d'Ethan est arrivé avec un sac de ballons à eau. 3 familles de la garderie sont arrivées avec leurs enfants, et à 14 h, le jardin ressemblait à une urgence joyeuse. À 14h20, une berline s'est garée dans l'allée. Ma mère est sortie la première. Elle portait un chemisier que je n'avais jamais vu, repassé et boutonné jusqu'au cou. Elle tenait le plat à gratin en céramique blanche à 2 mains, même bord ébréché. Elle l'a porté jusqu'à la table de la nourriture et l'a posé à côté des cupcakes, de la salade de fruits et d'un sac de chips au fromage. Il était là, comme une pièce de musée au milieu de collations de cours de récréation. Mon père a suivi. Il s'est tenu au bord du jardin, les mains dans les poches, balayant la scène du regard comme un homme qui scannait une pièce quand il ne sait pas où est sa place. Il a regardé la petite maison. Il a regardé les décorations. Il a regardé la douzaine d'invités qu'il ne reconnaissait pas. Mika a couru vers moi. « Tati Mai, qui sont ces gens ? » ? « Ce sont tes grands-parents, mon chéri. Ils sont venus te voir. » Il les a regardés comme un enfant regarde des étrangers dans la file d'attente à la poste. Poli, indifférent. Oh. Puis il s'est retourné et a couru vers les ballons à eau. Le visage de ma mère quand son petit-fils ne l'a pas reconnu. C'était la première fissure. Et puis, Ethan a franchi le portail arrière. Ethan est entré par le portail, portant un cadeau emballé sous un bras. Mika l'a repéré de l'autre côté du jardin et s'est mis à courir, ses baskets martelant l'herbe. « Papa, papa !» Il s'est jeté dans les jambes d'Ethan, et Ethan l'a soulevé avec l'aisance d'un homme qui faisait ça tous les jours depuis 1 an. Mon père fixait la scène. Il fixait comme une personne fixe une pièce de puzzle qu'elle croyait manquante, et qui apparaît soudainement dans la main de quelqu'un d'autre. « C'est le garçon Harmon, » dit Frank. Sa voix n'était qu'un murmure. « C'est le fils du pasteur Harmon. » Ma mère tenait une cuillère de service au-dessus du plat à gratin. Elle s'est arrêtée en plein mouvement. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle est restée là, figée, la cuillère suspendue au-dessus d'un plat que personne n'avait touché. « Ethan Harmon, » a dit mon père, plus fort maintenant. Le fils du pasteur Harmon est le père. « Oui, ai-je dit. » La voix de ma mère est sortie, craquelée et sèche. « Depuis combien de temps est-il ici ? » Il est revenu il y a 1 an. C'est le père de Mika. Il est le père de Mika depuis avant même que Josie ne sorte de votre maison sous la pluie. Le jardin est devenu silencieux. Pas le genre de silence qui vient de la gêne.
Le genre qui vient quand chaque personne dans une pièce réalise qu'elle assiste à quelque chose dont elle parlera pendant des années. Mon père s'est avancé. Le garçon du pasteur. C'est le père. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Ma mère a posé la cuillère de service. Comment est-ce possible? Nous l'aurions su. Quelqu'un nous l'aurait dit. Je les ai regardés tous les deux. Ma mère dans son chemisier repassé. Mon père, les mains tremblantes le long du corps. Quelqu'un vous l'a dit. Josie a essayé de vous le dire. Elle est venue à votre table et vous ne l'avez pas laissé finir une seule phrase avant de la jeter dehors. Josie s'est avancée. Elle tenait la main d'Ethan. Mika était assis sur la hanche d'Ethan, inconscient, léchant le glaçage de ses doigts. Maman. Papa. C'est Ethan, le père de votre petit-fils. L'homme que vous ne m'avez jamais laissé vous présenter. Le premier instinct de ma mère a été les larmes. C'était toujours son premier instinct quand elle était acculée. Des larmes, une voix tremblante, et une phrase conçue pour retourner la culpabilité. Je n'en avais aucune idée. Si j'avais su qui était le père. Si vous aviez su quoi, ai-je dit. Que le père était assez respectable, que son nom de famille était assez bon, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ce n'est pas juste, Mira. Est-ce que ça change les 2 ans où vous n'avez pas appelé? Elle a tressailli. Cette question a atterri quelque part au plus profond de l'endroit où vivent les excuses avant d'être prononcées. Elle a ouvert la bouche et l'a refermée. Mon père a tenté de se ressaisir. Il a redressé le dos et a utilisé la voix qu'il utilisait lors des réunions de diacres quand les choses dérapaient. Cela change tout. Nous devons nous asseoir en famille et discuter. Tu as dit qu'elle n'était plus ta fille. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Tu as dit ces mots exacts. Tu t'es levé de table et tu as dit à ta fille enceinte qu'elle n'existait pas. Le fait de savoir qui est le père fait-il soudainement d'elle à nouveau ta fille? Il n'avait rien à répondre. Il a regardé le sol. Il a regardé le ciel. Il a regardé le portail comme s'il envisageait de le franchir. Ma mère est passée à sa stratégie de secours, celle où elle devient la victime. Vous ne comprenez pas ce que c'était pour nous, les filles. Toute la ville parlait. L'église nous regardait. Nous étions humiliés. Josie a parlé. Sa voix était calme et stable. Vous étiez humiliés? J'ai accouché dans une chambre d'hôpital sans famille. Mon fils ne savait pas qu'il avait des grands-parents jusqu'à il y a 10 minutes. Et vous me dites que vous étiez humiliés? Le docteur Patrice s'est rapproché. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Elle était un témoin, et elle comptait le rester. Gareth se tenait derrière Ethan, les bras croisés. Les parents de la garderie serraient leurs enfants un peu plus fort. Tout le monde regardait. Le public que mes parents avaient toujours craint était enfin là. Une portière de voiture a claqué dans l'allée. Des pas sur le béton. Le pasteur Greg Harmon a franchi le portail arrière, vêtu d'un blazer marine et d'un pantalon de toile repassé, la même tenue qu'il portait pour les événements communautaires, les visites à l'hôpital, et les occasions où il devait avoir l'air d'un homme en charge. Il a balayé le jardin du regard, les serpentins, le gâteau, les invités. Ses yeux ont trouvé Ethan tenant Mika, et quelque chose dans sa posture s'est raidi. Fils, a-t-il dit. Allons-y. Ce n'est pas l'endroit. Ethan n'a pas bougé. C'est exactement l'endroit. C'est la fête d'anniversaire de mon fils. Tu es à la fête d'anniversaire de ton petit-fils, papa. Greg s'est tourné vers ma mère. Déborah, je t'avais dit que nous aurions dû gérer ça en privé. Ma mère n'a rien dit. Elle était toujours debout près du plat de gratin, que personne n'avait touché. La cuillère de service reposait exactement là où elle l'avait posée. Je me suis avancé. J'ai gardé ma voix égale. Chaque mot est sorti comme j'avais été formé à présenter des évaluations de patients, claires, mesurées, sans l'émotion qui pourrait détourner des faits. Vous avez prêché sur le péché depuis cette chair alors que votre propre fils était amoureux de ma sœur. Il ne se sentait juste pas assez en sécurité pour vous le dire. Le visage de Greg s'est crispé. J'ai fait ce que je pensais être juste. Vous avez fait ce qui était facile. Humilier une fille de 23 ans depuis une estrade, c'est facile. Écouter son propre fils. C'est difficile. Vous avez choisi la facilité.
Et puis vous avez supprimé son numéro de son téléphone et lui avez dit qu'elle avait tourné la page. Vous avez menti à votre propre enfant pour le tenir éloigné du mien. Margaret Harmon, la femme de Greg, l'avait suivi à travers le portail. Elle se tenait 3 pas derrière son mari. J'ai observé son visage alors qu'elle assimilait ce que je venais de dire. Elle n'avait pas su, ni pour le numéro supprimé, ni pour le mensonge. Elle a regardé son mari comme on regarde un étranger portant les vêtements de son mari. Greg s'est retourné et s'est dirigé vers sa voiture. Margaret ne l'a pas suivi. Elle s'est approchée de Micah, s'est agenouillée sur l'herbe et a dit « Bonjour, mon chéri. Je suis ton autre grand-mère. » La lettre froissée à l'encre bleue que Josie n'avait jamais envoyée. Elle avait une lettre qu'elle n'a jamais envoyée, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende. 3 pages, encre bleue. Elle a écrit le nom de votre petit-fils avant même qu'il ne soit né. Pendant que vous prêchiez sur les conséquences, elle choisissait de protéger votre fils. La fête ne s'est pas terminée. La fête a simplement changé de forme. La voiture de Greg a quitté l'allée. Les enfants de la garderie sont retournés au ballon à eau. Quelqu'un a remis la musique, une petite playlist depuis un haut-parleur de téléphone, et le jardin s'est lentement souvenu qu'il était censé être une célébration. Ma mère se tenait près de la table de la nourriture. Son plat de gratin était intact, à côté des cupcakes à moitié mangés et du sac de chips au fromage. Tous les autres plats sur la table avaient été servis. Le sien, non. Mon père lui a pris doucement le bras. Allons-y, Deb, elle n'a pas encore bougé. Elle a regardé Josie. Je peux le tenir, juste une fois. Josie m'a regardé. J'ai hoché la tête. Déborah a pris Micah avec des mains prudentes, comme si elle manipulait quelque chose d'emprunté. Micah a toléré cela pendant environ 30 secondes. Il s'est tortillé. Il a tendu les bras vers Josie. Maman. Pas une supplication, juste un constat. Il voulait la personne en qui il avait confiance. Ma mère le lui a rendu. Ses yeux étaient rouges. Elle a chuchoté. Il a les yeux de son père. Je l'ai corrigé doucement. Il a les yeux de son père. Les yeux d'Ethan. Elle est restée là un instant de plus. Puis elle s'est retournée. Mon père l'a raccompagnée à la voiture. Il lui a ouvert la portière. Elle est montée. Ils sont partis. Le plat de gratin est resté sur la table. Personne ne l'a ramassé. Après leur départ, Josie a expiré. C'était le genre de souffle qui semble avoir été retenu pendant 3 ans. Ethan a passé son bras autour d'elle. Micah a étalé du gâteau sur leurs 2 chemises. Le docteur Patrice est apparu à côté de moi avec 2 gobelets en papier de cidre pétillant. Ça va? Ça ira. Je ne les ai pas poursuivis jusqu'à la voiture. Je n'ai pas dit que nous pourrions arranger les choses. Je n'ai rien promis. Je les ai laissés partir, comme ils avaient laissé Josie partir, en silence. 2 mois se sont écoulés, le genre de mois où les choses se mettent en place, non pas avec fracas, mais avec une série de petits clics délibérés. Josie et Ethan se sont mariés à la mairie un mercredi matin d'octobre. Je me tenais à côté de Josie comme son témoin. Le docteur Patrice a apporté une bouteille de champagne et une carte qui disait « Il était temps ». Micah portait un nœud papillon à clip et a essayé de manger le stylo que le greffier utilisait pour les signatures. Josie a terminé son programme de soins infirmiers en mai. Elle a obtenu son diplôme avec mention, la première personne de notre famille à obtenir un diplôme d'infirmière. J'étais assise au 3e rang de l'auditorium et j'ai regardé ma sœur traverser la Seine en toge et mortier, qu'elle avait payé avec 3 ans de garde de nuit, de courage, et une obstination que notre mère ne comprendrait jamais. Ethan et Josie ont emménagé dans leur propre appartement 3 semaines plus tard. 2 chambres, à 10 minutes de ma maison, assez proche pour que Micah puisse venir en tricycle le week-end si le trottoir coopérait. Mon père a envoyé une carte. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, juste une carte dans une enveloppe blanche ordinaire. À l'intérieur, il était écrit « Pensons à vous ». Rien d'autre, pas d'excuses, pas d'explications, juste 2 mots et une signature. Je l'ai mise sur le réfrigérateur, à côté de la liste de courses. Je n'ai pas rappelé. Ma mère a quitté le ministère des femmes de Grace Fellowship. Elle a rejoint un autre groupe d'études bibliques qui se réunissait dans un café de l'autre côté de la ville. De petits changements, peut-être réels, peut-être de la performance.
Je ne pouvais pas encore le dire. Le pasteur Greg Harmon a pris un congé pour raison de santé. On a dit à la congrégation que c'était un congé sabbatique. La plupart des gens ont compris que ce n'était pas le cas. Margaret Harmon rendait visite à Micah un samedi sur 2. Elle apportait des biscuits et un sourire, et n'a jamais mentionné son mari une seule fois. Elle s'asseyait par terre dans le salon et construisait des tours de cubes jusqu'à ce que Micah les fasse tomber en riant. Sur le réfrigérateur de ma cuisine, un nouveau dessin. Toujours 4 bonshommes allumettes, Mira, Josie, Ethan, Micah. Un petit 5e personnage avait été ajouté au crayon jaune. C'est grand-mère Margaret, a expliqué Josie quand j'ai demandé. Pas de Déborah. Pas de Frank. Pas encore. Peut-être un jour, a dit Josie. Peut-être, ai-je dit. Quand ils l'auront mérité. C'était un samedi matin de fin novembre. La maison était calme. Micah était chez Josie. Le café était chaud. La cuisine sentait la cannelle d'une bougie que je m'étais offerte, comme un petit acte délibéré de bienveillance envers moi-même. J'ai ouvert le placard au-dessus de la cuisinière, celui que je n'utilisais jamais car il fallait se mettre sur la pointe des pieds. Sur l'étagère du haut, derrière une boîte de sachets de thé périmé, se trouvait le plat à gratin en céramique blanche, le premier, celui que tante Carole avait apporté il y a 2 ans et demi, de la part de votre mère. Je ne l'avais jamais rendu, jamais utilisé, jamais jeté. Je l'ai descendu, j'ai passé mon pouce sur le bord ébréché. Il était plus léger que dans mon souvenir, plus petit, le genre d'objet qui rétrécit quand la personne derrière cesse d'être plus grande que nature. Je l'ai mis dans la boîte de don près de la porte d'entrée. Je n'en avais plus besoin. Je suis retourné vers le réfrigérateur et j'ai regardé le dernier dessin de Micah. 4 bonshommes allumettes et un petit jaune. Mon bonhomme allumette avait un grand sourire de travers et ce qui semblait être une cape, ou peut-être des ailes. C'était difficile à dire avec des crayons de cire. J'ai ri. Un vrai rire. Le genre qui part de la poitrine, remonte par la gorge et sort avec un son de soulagement. Je n'étais pas une héroïne. J'étais une sœur. Et c'était suffisant. Les gens qui vous aiment n'attendent pas que vous soyez parfait pour se manifester. Ils se manifestent d'abord. Tout le reste, les excuses, les explications, la compréhension, vient plus tard, si cela vient un jour. Mais le fait de se manifester est la partie qui compte. C'est la partie que mes parents ont manqué. Et c'est la partie que je ne manquerai plus jamais. Voilà mon histoire. 3 ans de silence, une lettre qui a tout changé, et une fête d'anniversaire que personne n'oubliera. Si cela vous a rappelé d'appeler quelqu'un qui s'est manifesté pour vous, faites-le aujourd'hui. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine.